C'est tout bon. Ça Je vous écoute. marche. Ok. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet numéro 3 d'Open Classroom qui s'intitule Concevez une application au service de la santé publique. Alors, en premier lieu, nous allons introduire et présenter le sujet afin d'avoir le contexte nécessaire pour comprendre la problématique et comment résoudre ces problématiques. En deuxième partie, nous allons passer sur le traitement des données, c'est-à-dire nettoyer la base de données le mieux possible pour avoir une analyse le plus précis possible. Et en troisième lieu, nous allons faire l'analyse de cette base de données et en tirer des conclusions. Alors, pour la présentation du sujet, nous avons deux objectifs. Le premier objectif est de concevoir une application qui permet d'informer au mieux l'utilisateur sur un produit. Par exemple, un utilisateur va scanner un produit, il faut qu'il récupère toutes les informations nécessaires et possibles pour qu'il puisse faire des choix éclairés à la suite de cela. Et l'objectif numéro 2 serait de lui proposer des produits similaires à celui qu'il a scanné. Imaginons qu'un utilisateur soit intéressé par un produit, se dit, voilà, j'ai bien ce produit, mais peut-être qu'il peut avoir mieux. C'est pour ça que je lui propose un bouton qui lui permettrait d'avoir des produits assez similaires sur des critères auxquels je vais euh, en parler plus tard, et qui lui permettront de faire des choix éclairés. Donc, nous utilisons le dataset FR-Open-Classroom-org produit.csv, qui est un fichier public qui est dans le site Open Classroom Fact, qui est un recensement ou une liste de beaucoup de produits dans le monde entier, avec beaucoup d'informations là-dessus qui permettent de décrire avec le plus de précision possible le produit. Alors, ce dataset possède 320 000 lignes, 320 772 lignes et 162 colonnes. Dans ces 62 colonnes, nous avons les informations générales, par exemple son nom, sa date de modification, etc. Son ensemble de tags, c'est-à-dire la catégorie du produit, sa localisation, son origine, ses ingrédients, c'est-à-dire ses produits, ses additifs, ses allergènes, etc. Et ses informations nutritionnelles, c'est-à-dire la quantité en grammes d'un nutriment pour 100 grammes d'un produit. Par exemple, pour 100 grammes d'un produit, nous avons tant de grammes de sel ou tant de grammes de sucre. Alors en premier lieu, lorsque nous récupérons cette base de données, on a des problèmes de type mixte, c'est-à-dire que nous avons plusieurs colonnes qui possèdent des types qui ne sont pas supposés être mixtes, dans le sens où on a des valeurs qui sont considérées comme étant des integers, on voit ici int, par exemple ce nombre-là est considéré comme un integer, donc pas de souci, mais qui peut être aussi considéré comme étant un string. Par exemple, nous avons ce nombre-là qui est considéré comme string, donc c'est pas du tout ce qu'on veut, et du coup c'est ce qu'on appelle un problème de type mixte. Donc ça a été réglé dans le code, mais c'était la petite erreur à modifier avant de passer à son nettoyage. En deuxième lieu, nous regardons son pourcentage de NaN pour chaque colonne. Donc du coup ici nous avons un graphique qui représente le pourcentage de NaN pour chaque colonne. On voit que la plus grosse représentation c'est pour un pourcentage compris entre 90 et 100%, donc à peu près 70-80 colonnes qui ont qui ont énormément de NaN. Et en gros, il est établi que dans le métier, que à partir de 50%, on considère que le remplissage d'un data frame ne sera plus assez efficace, plus assez précis. Donc du coup, on considère que toutes les colonnes qui possèdent plus de 50% de NaN seront supprimées. Et du coup, en faisant ça, on passe de 162 colonnes à 68. Euh, nous supprimons aussi les lignes qui ne possèdent pas de code, car lorsqu'on n'a pas de code, c'est impossible à scanner. Donc on passe de 320 772 lignes à 320 749. Et nous supprimons aussi les lignes qui possèdent uniquement des zéros ou des nan sur ces valeurs quantitatives. Pourquoi? Parce que ça va rendre le remplissage impossible. Car pour pouvoir faire un remplissage, il faut que une des lignes possède quand même une valeur réelle pour qu'on puisse se baser dessus et essayer de remplir à côté. Donc, du coup, en faisant ça, on passe de 320 749 lignes à 264 636 lignes. Dans les colonnes, nous allons faire quelques suppressions pour diminuer un petit peu les nombres, car nous avons des colonnes qu'on peut considérer comme redondantes. Par exemple, nous avons le tuplet, alors je prends un exemple, additif underscore n, additif normal, underscore tag et underscore fr. Alors on peut voir dans cet exemple que le underscore fr est plus intéressant car il est mieux formaté et possède des informations un peu plus précises que par exemple juste de l'eau, du lait crémé. Là on a E322 par exemple. Additif n aussi va être supprimé car c'est juste le nombre d'additifs. Ça, on peut le retrouver directement dans additif fr avec un code facilement.
Donc du coup, en considérant comme ça, on va supprimer tout ce qui est underscore tag, ce qui est normal, on va dire, et les underscore n. Comme il y a 8 tuplets de ce type, on passe de 68 colonnes à 53. Nous supprimons aussi les colonnes redondantes qui sont des colonnes temps, car nous avons deux formats pour le temps. Nous avons le underscore t, qui est le format Unix, c'est-à-dire le nombre de secondes à partir du 1er janvier 1970, et un format qu'on appelle le format ISO 8601, qui est un format un peu plus classique, où on voit facilement la date, l'année, le mois, même les heures. Donc, du coup, on va supprimer toutes les colonnes qui sont underscore t, car pour l'utilisateur, c'est pas trop, il va pas trop comprendre. Donc, du coup, on passe de 53 à 51 colonnes en faisant cela. On va aussi supprimer les colonnes de type tag, car on voit que le formatage est un peu plus, on va dire, joli pour ceux qui ne possèdent pas de tag. Par exemple, brand et brand tag, on voit brand possède une majuscule et tag non. Comme il y a 5 colonnes de ce type, on passe de 53 colonnes à 48. Pareil pour les colonnes product name et generic name, on voit que generic name est un peu moins précis que product name. Product name, par exemple, ici, possède hachis parmentier surgelé, generic name, non. Donc, du coup, on va le supprimer. Donc, on passe de 48 à 47 colonnes. On supprime aussi la colonne state fr, car c'est une colonne qui possède uniquement dans ses cells des à vérifier, compléments d'information nutritionnelle, etc. Donc, c'est pas très intéressant, ça nous procure rien de nouveau. Et du coup, bon, il vaut mieux le supprimer. Donc, on passe de 47 à 46 colonnes. Nous pouvons aussi supprimer les colonnes redondantes qui s'intitulent PNLS group. Par exemple, j'ai pris un code au hasard, le nombre s'affiche ici. Nous avons par exemple PNLS group 1 qui a composite food, et nous avons son équivalent français, même catégorie FR, plat préparé. Pareil pour PNS group 2, nous avons pizza pies and quiche, et nous avons son équivalent français, catégorie FR, plat préparé, plat tarte, etc., etc. Donc du coup, comme nous intéressons des utilisateurs français, nous n'allons pas prendre des colonnes anglaises, donc nous allons supprimer PNLS group 1 et 2. Et comme main catégorie FR est un sous-ensemble de catégorie FR, car on peut voir que plat préparé, nous l'avons aussi dans catégorie FR, nous pouvons simplifier les choses et tout simplement récupérer catégorie FR. Donc nous passons comme ça de 46 colonnes à 43. Nous pouvons aussi supprimer pour les colonnes suivantes qui sont si les produits possèdent de l'huile de palme, nous pouvons supprimer ceux qui ont l'underscore n, c'est-à-dire qui affichent le nombre. Par exemple ici 1, nous avons l'huile de palme. Pareil, même raisonnement que précédemment, nous pouvons récupérer facilement son nombre à partir de la colonne où on a tout de suite le nom des produits. Donc du coup, en faisant ça, on passe de 43 à 41 colonnes. Une fois qu'on a supprimé toutes les colonnes, on va dire redondantes, nous pouvons vérifier quelques valeurs pour voir si elles ne sont pas aberrantes. Nous avons deux colonnes qui sont les valeurs FAT 100 et les saturés de FAT 100. En fait, les valeurs FAT 100, c'est le taux de gras, et les saturés de FAT 100, c'est le taux de gras saturé. On sait que la graisse saturée plus la graisse insaturée, ça fait la graisse totale. Donc théoriquement, la valeur de saturé de fat doit être inférieure ou égale à la valeur de fat. Ce qui n'est pas le cas pour 354 valeurs. Donc du coup, j'ai décidé de supprimer les deux valeurs, saturé de fat et fat, car nous ne savons pas si c'est l'un ou l'autre qui est en tort. Pareil pour la colonne Nutri-Score, nous avons deux colonnes pour le Nutri-Score qui sont le Nutri-Score grade et le Nutri-Score classique. Le Nutri-Score grade, c'est son appellation avec des lettres A, B, C, D, E, et son Nutri-Score classique, c'est ses valeurs. Donc A, par exemple, nous avons de moins 15 à A, de 0 à 2 pour B, etc., etc. Et en fait, nous vérifions si les valeurs de Nutri-Score et Nutri-Score grade soient concordantes, soient représentatifs de ces valeurs-là. Donc, nous pouvons voir que pour 3272 valeurs, c'est pas le cas. J'ai pris un exemple ici. Pour l'index de 126, nous avions un Nutri-Score FR100 de 13 et un Nutri-Score grade de E, ce qui est faux, car on est supposé avoir un Nutri-Score grade de D, car 13 est compris entre 11 et 18. Donc ici, même raisonnement, j'ai supprimé les deux valeurs, Nutri-Score, le Nutri-Grade, enfin le grade et son Nutri-Score, car nous ne savons pas si c'est l'un ou l'autre qui est en tort.
Nous supprimons aussi les valeurs impossibles, car nous savons que pour les colonnes quantitatives, par exemple énergie 100, fat 100, carbohydrate 100, etc., ces valeurs sont forcément comprises entre 0 et 100. Donc, nous voyons que, par exemple, pour carbohydrate 100, nous avons 19 lignes où c'est pas logique. C'est-à-dire que là, j'ai pris un exemple, nous avons une ligne où on a 105, ce qui est supérieur à 100, donc totalement aberrant. Donc, du coup, j'ai décidé de supprimer ces valeurs-là car c'est totalement aberrant, c'est pas supposé être possible. Ensuite, nous allons utiliser la méthode des écarts interquartiles, qui est une méthode qui détecte les outliers, c'est-à-dire les valeurs un petit peu trop élevées ou un petit peu trop faibles à notre goût par rapport à sa médiane. Et en faisant ça, nous l'utilisons uniquement que pour la colonne énergie 100, car l'énergie 100, c'est le nombre de kilojoules pour 100 grammes de produit, et on ne sait pas tellement jusqu'où ça peut aller. Par contre, pour les autres valeurs, on connaît parfaitement leurs limites, donc de 0 à 100. Donc là, on n'a pas tellement besoin d'utiliser méthode interquartile. Par exemple, le sel, ça pourrait être un outlier, car il a le produit sel à 100%, à 100 grammes pour 100%, à 100 grammes de produit, ce qui est un outliner, mais on ne le supprime pas car c'est normal. Mais pour énergie 100, on peut quand même utiliser cette méthode, et en faisant ça, on voit qu'on a des valeurs très très élevées, qui ne sont pas supposées être dans la norme. On a des puissance 6, plus de 3 fois 10 puissance 6, donc presque 300 000. Alors qu'en général, on est plutôt dans une moyenne de 1000, 1100. Donc, lorsqu'on utilise la méthode des écarts quartiles, on passe d'une moyenne de 1152 à 1123. La médiane ne change pas trop, elle est de 1113 à 1102. C'est surtout les quartiles qui va être impacté. On passe de 6473, car comme on a des valeurs aberrantes, ça a augmenté artificiellement son écart type, et on retrouve des valeurs un petit peu plus normales à 778,2. Et pareil, ici, on a le maximum qui était à 300 000, et on passe à 3598. Maintenant que nous avons fait ça, l'objectif ici serait de remplir les colonnes quantitatives afin de ne plus avoir de NaN. Donc pour faire ça, nous pouvons utiliser des algorithmes de remplissage, mais certains algorithmes sont un peu longs, donc il est toujours préférable de prendre ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire un sous-ensemble du data frame total, pour pouvoir effectuer des tests et voir quel algorithme serait le plus intéressant. Donc j'ai décidé de prendre un sample qui possède 30% du dataset complet, tel qu'on ait moins de 5% de différence relative entre sa moyenne, sa médiane, son écart type, son skewness et son kurtosis. Alors son skewness, c'est une métrique qui mesure la symétrie de la courbe, et son kurtosis, ça mesure son athlétisme. Donc nous pouvons voir ici dans ce graphique, par exemple pour la colonne énergie 100, que l'échantillon et son data frame sont assez similaires, avec quelques petites différences. On voit ici un petit peu plus d'orange, un petit peu de bleu par là, mais que à l'œil nu, c'est vraiment très peu perceptible. Donc une fois qu'on a ce sample, nous allons créer deux sous-ensembles de ce sample. Je vais les appeler sample non NaN et sample NaN. Le sample non NaN, c'est en fait le sample dans lequel on a supprimé toutes les lignes qui possèdent au moins un NaN, au moins un trou, au moins une valeur qu'on ne connaît pas. Au final, sample non NaN, c'est une sous-partie qui a que des lignes totalement remplies au niveau de ses colonnes quantitatives. Et à partir de ça, on va aussi créer le sample NaN qui va prendre le sample non NaN et va lui rajouter des trous artificiellement, de telle sorte à ce qu'on ait le même pourcentage de trous ou de NaN entre le sample NaN et le data frame. Donc ici, on a une colonne qui compare le pourcentage de NaN entre les deux, qui sont assez similaires. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est tout simplement qu'à partir du sample NaN, comme on a créé des trous, ça veut dire qu'on connaît les valeurs qui étaient dedans auparavant, qui étaient dans le sample non NaN. Donc du coup, on utilise le sample NaN, on va le remplir avec des algorithmes, et on va vérifier si ces valeurs qui ont été remplies sont similaires le plus possible aux valeurs réelles qui étaient incluses dans le sample non NaN. Et à partir de ça, on va pouvoir comparer et voir quel algorithme de remplissage est le plus intéressant. Donc, pour ce faire, nous pouvons utiliser trois métriques pour mesurer l'impact du remplissage. La première métrique étant le R carré, qui est le coefficient de détermination, qui mesure la force de relation entre deux variables, c'est-à-dire entre une colonne de sample non NaN et une colonne de sample NaN. Et en gros, plus R carré est proche de 1, mieux c'est.
Nous pouvons ici utiliser la métrique RMSE, qui est le Root Mean Square Error, ou l'erreur quadratique moyenne, qui est en fait la racine carrée de la moyenne des carrés des erreurs. Et c'est une métrique qui est très sensible aux erreurs importantes, car on met tout au carré. Et en gros, plus le RMSE est faible, mieux c'est. Et en dernier lieu, nous pouvons aussi utiliser la métrique MAE, qui est le Mean Absolute Error, ou l'erreur absolue moyenne, qui est la moyenne des erreurs absolues. Pareil, assez similaire pour le RMSE, plus cette valeur est faible, mieux c'est. Donc du coup, une fois que nous avons créé ces samples et que nous avons choisi des métriques, nous pouvons remplir ces samples et voir quels sont les résultats. Alors le premier algorithme qu'on peut utiliser, c'est le KNN Imputer, qui est une approche qui se base sur les cas plus proches voisins d'un point, d'une ligne dans lequel on souhaiterait faire son remplissage. Une fois qu'on trouve ces cas plus proches voisins, on utilise la combinaison des valeurs des voisins pour pouvoir remplir la ligne qu'on souhaite. Et à partir de ça, on voit qu'on obtient des résultats assez satisfaisants. On a des R carrés qui sont assez proches de 1, pas pour le fibre 100, mais ce qui est normal, car le fibre 100 possède beaucoup de NaN, 24%, donc plus il y a de trous, plus le remplissage va être compliqué. On a des valeurs de RMSE et de MAE qui sont telles qu'ils sont, un peu compliqués à les interpréter comme ça, c'est plus facile d'utiliser les autres algorithmes et de voir lequel serait le plus faible. Le deuxième algorithme qu'on peut utiliser, c'est l'iterative imputer. Alors, l'iterative imputer, c'est une méthode d'itération, c'est-à-dire qu'au début, il va remplir notre data frame de façon, on va dire, brute ou approximative. Et une fois qu'on a rempli ces valeurs, on va utiliser ces valeurs-là pour pouvoir régler les paramètres d'un modèle de remplissage. Et le modèle de remplissage qu'on utilise, qui est par défaut dans le package scikit-learn, est le Bayesian Ridge. En gros, on remplit de manière approximative au début, on règle les paramètres de Bayesian Ridge à partir de ça. On utilise le modèle de Bayesian Ridge pour refaire un autre remplissage. Avec ce remplissage, on règle à nouveau les paramètres de Bayesian Ridge, etc., etc. Et normalement, ça doit converger, c'est-à-dire que l'itération n plus 1 doit être le plus similaire possible à n. Et une fois qu'on considère que l'itération n plus 1 est le plus proche possible de n, voilà, c'est un seuil qu'on choisit, nous. On considère que le remplissage est effectué et qu'on a convergence. Et on voit qu'on a des valeurs assez similaires, des R carrés assez proches de 1 et des RMSE et MAE un peu plus élevés. Et nous utilisons le dernier algorithme, on peut choisir d'autres, mais j'ai décidé d'en prendre 3, qui est le Simple Imputer. Bon, c'est un algorithme de remplissage assez simple, c'est-à-dire qu'il va remplir tous les trous avec la moyenne dans sa colonne. Donc une fois qu'on a fait ça, on regarde quel est le gagnant, c'est-à-dire celui qui possède celui qui concorde le mieux aux métriques, qui possède des métriques les plus intéressantes, où le R carré est le plus proche de 1, où le RMSE ou le MAE est le plus faible possible. Et on voit que c'est le KNN qui gagne en majeure partie à 66,67%. Donc on en conclut que c'est cet algorithme qu'il faut choisir pour la situation posée. Dernier lieu, avant de passer à l'analyse, c'est qu'une fois qu'on a fait notre remplissage, on voit qu'un remplissage, ça se fait dans les valeurs réelles. Malheureusement, pour le Nutrition Score, il possède uniquement des valeurs entières. Donc, j'ai effectué la fonction round dans Python pour pouvoir les retransformer en valeurs entières. Et comme on a rempli la colonne Nutrition Score, nous pouvons, par conséquent, remplir la nutrition grade. Car comme nous connaissons les valeurs, on peut tout de suite trouver son grade. Maintenant, nous allons passer à l'analyse. L'analyse va s'effectuer comme ceci, c'est-à-dire qu'on va réduire de plus en plus la dimensionnalité des lignes et des colonnes pour pouvoir avoir une analyse la plus simple possible. En premier lieu, nous allons catégoriser les lignes, les 260 000 lignes, en 3 ou 4 sous-ensembles, avec la méthode K-means. La méthode K-means, qui utilise des points aléatoires comme centre initial des clusters, et on recalcule les points à partir du calcul de l'inertie, de la variance. Et une fois qu'on a l'inertie la plus basse, on considère que on a trouvé nos centres-lignes. Évidemment, l'inertie va être de plus en plus bas une fois qu'on augmente le nombre de points, mais on va
on considère que lorsqu'il n'y a plus trop de variations, on peut se dire que c'est le nombre, on va dire, le nombre le plus intéressant, car on ne veut pas avoir trop de clusters. L'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Donc, nous utilisons la méthode du coude qui dit que lorsqu'on a une inflexion, lorsque l'inflexion commence à ne pas être trop élevée, c'est-à-dire qu'ici nous avons une grosse inflexion et là l'inflexion va être plus petite, on va dire, on considère que c'est la valeur à prendre. Donc, avec le cas MINS, on peut catégoriser les 260 000 lignes en 3 parties, 3 clusters. Nous pouvons aussi utiliser la méthode qui s'appelle la méthode ACP, qui va ici réduire la dimensionnalité des colonnes. L'ACP, c'est en fait des colonnes qui vont être des combinaisons linéaires des colonnes initiales. Ces colonnes vont être calculées en trouvant la plus grande variance possible. Et la première composante principale est celle qui capture la plus de variance, etc., etc. Et cela se représente sous un graphique comme ça. Nous avons dans l'axe des abscisses la composante principale 1 et l'axe des ordonnées la composante principale 2. Et nous avons dans le graphe les colonnes quantitatives. Donc ici, nous avons FAT 100, saturé de FAT 100, énergie, etc. Et à partir de ça, nous pouvons voir la liaison qu'ont ces colonnes avec nos PC1 et PC2. Alors pour PC1, on voit que FAT 100, saturé de FAT 100, énergie 100 et Nutri-Score, Nutrition Score sont très liées entre elles et qu'il faut interpréter ça, c'est-à-dire donner un nom à PC1, se dire qu'est-ce que ça représente au final. Il est représenté par ces 4 colonnes. C'est un petit peu compliqué à représenter, ça peut être approximatif, assez subjectif, car on voit que le FAT 100 et l'énergie 100, c'est pas tellement lié, on peut pas trouver un nom qui pourrait catégoriser les deux en même temps, pareil pour le Nutrition Score. Mais j'ai considéré que comme le FAT 100 et le saturé de FAT 100, c'est la même chose, c'est le gras, nous avons 2 points qui considèrent le gras, donc du coup, nous avons 2 fois plus de poids pour le gras que pour les autres valeurs. Donc du coup, approximativement, j'ai décidé de considérer le PC1 comme étant le taux de gras. Pour PC2, c'est un peu plus simple, on voit qu'on a une liaison négative entre le carbohydrate, le sucre et PC2. Et comme le carbohydrate et le sucre font partie de la famille des glucides, je considère que PC2, c'est le taux de glucides. Pour PC3 et PC4, c'est un peu plus simple, car pour PC3, il n'y a que le fibre qui est vraiment lié à PC3, et PC4, c'est vraiment le sel. Donc on ne peut pas en tirer grand-chose, car l'objectif, c'est de réduire les dimensions, donc avoir plusieurs colonnes qui peuvent être regroupées, et là, on n'en a qu'une, on va dire. Donc on va plutôt partir sur PC1 et PC2. Une fois qu'on a fait ça, nous pouvons utiliser les clusters et nos nouvelles colonnes, c'est-à-dire le taux de gras, le taux de glucides, et voir si on a une séparation dans les clusters. C'est-à-dire, par exemple, pour la colonne apport énergétique, nous voyons que les 3 clusters sont assez séparés. C'est-à-dire chacun a sa propre bosse, et du coup, on peut considérer que le cluster 1, par exemple, c'est un cluster qui possède un apport énergétique faible. Cluster 0 qui possède un apport énergétique moyen et cluster 2 qui possède un apport énergétique fort. Nous raisonnons comme ça sur les 4 colonnes ici et nous pouvons tirer une conclusion et voir à quoi représentent ces clusters. Et nous avons un tableau ici qui représente de manière approximative ces clusters. Une fois qu'on a fait ça, en dernier lieu, nous avons ici un tableau qui recense toutes les colonnes les plus importantes dans l'univers du back-end. C'est-à-dire, si quelqu'un veut créer un site web en récupérant toutes les valeurs, ce seraient les valeurs-là qui sont les plus uniques et qui pourraient servir pour pouvoir créer notre site web. Alors évidemment, notre utilisateur n'aura pas ça, c'est un peu compliqué pour lui, et puis il n'a pas forcément toutes les informations. Peut-être il y a des informations qu'il considère comme moins importantes. Donc j'ai décidé de simplifier les choses pour l'utilisateur. Imaginons qu'il scanne un produit. Voilà ce qui s'afficherait. Par exemple, nous avons ici la photo de son produit, son nom, les 2 panneaux codants d'Alaska, sa quantité, 200 grammes, le magasin auquel il peut l'acheter, Lidl, les ingrédients considérés, c'est-à-dire les traces, œuf, lait, allergènes, colin, calamar, blé. Et on peut aussi donner sa catégorisation, c'est-à-dire que ce produit fait partie de la famille, c'est-à-dire le cluster où l'apport énergétique est plutôt faible, son Nutri-Score est faible, son taux de gras est faible et son taux de glucides est moyen. Et on peut aussi lui donner des statistiques un petit peu plus avancées. On va lui donner son Nutri-Score, l'apport énergétique, le gras saturé, le carbohydrate, le sucre, le fibre et le sel. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ces valeurs, s'ils veulent faire par exemple une diète, ce genre de choses.
En dernier lieu, voilà, imaginons que l'utilisateur est intéressé par ça, ce produit, le colin d'Alaska. Il souhaite trouver des produits similaires. Donc du coup, dans le code, j'ai créé un filtre qui, lorsqu'il scanne un produit, va chercher des produits qui possèdent le même Nutri-Score, le même cluster, et qui possèdent le plus de concordance possible sur la colonne catégorie FR, car le colin d'Alaska possède dans catégorie FR frais, plats préparés, produits panés, etc. Plus il a de concordance, plus on va considérer que c'est bon. Et du coup, en faisant ça, on voit qu'on peut obtenir des produits assez similaires à ce qu'on a et qui possèdent des apports nutritifs aussi similaires. Donc, ici, nous avons 2 panais de colin d'Alaska, donc évidemment, la concordance est parfaite vu que c'est le même produit. Mais nous avons par exemple filet de colin d'Alaska pané, palais de colin d'Alaska, portion au poisson pané et petit poisson pané. Donc à partir de ça, l'utilisateur peut trouver des produits qui pourraient lui intéresser si je souhaite un petit peu changer de produit, mais avoir une similarité derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci pour votre présentation. Je voulais juste déjà revenir sur la dernière slide. Voilà. Vous parlez de concordance sur le paramètre catégorisé ça. Est-ce que vous pouvez expliciter ce que vous entendez par concordance? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, le produit de colin d'Alaska, il a il a une colonne qui s'appelle catégorie FR, et dans cette colonne, il y a ses valeurs, c'est-à-dire frais, produits panés, plats préparés, produits panés, etc. Et en fait, j'ai décidé de récupérer tous ces noms et de trouver des produits qui ont le plus de concordance. C'est-à-dire que s'il y a un produit qui possède frais, ça fait 1. Si un autre produit en plus il a plat préparé, ça fait 2, etc., etc. Et si plus il y en a, plus la valeur est grande et plus elle sera haut dans la liste. Alors évidemment, c'est pour ça que lui-même, il est premier dans la liste car il a une concordance parfaite. C'est-à-dire qu'il possède frais, il possède plat préparé. Je crois qu'il en a 7 pour lui, donc ça fait 7 sur 7. Et pour les autres, je crois que lui, c'était 6 et 5, après ça partait à 5, 4, etc. D'accord. Donc voilà l'idée. Et donc si j'ai bien compris, la concordance, vous essayez de la trouver entre le product name et la colonne catégorise, c'est bien ça? Non, product name, je Vous le utilisez pas considère le pas. product name? OK. Non, non, c'est vraiment que catégorie faire Que qui m'intéresse. catégorie. D'accord. Et donc, techniquement, comment ça se passe alors, concrètement là c'est-à-dire, vous utilisez est-ce que vous utilisez certaines fonctions dans Panda pour faire ça? Comment vous procédez exactement? Euh, En gros, comme les catégories faire possèdent des noms avec une virgule à côté, D'accord. en fait, je récupère la virgule. Je dis qu'à chaque fois qu'il y a une entité à côté de la virgule, je le récupère dans une liste. Et du OK. coup, ça fait entité, virgule, deuxième entité. Du coup, j'ai une liste où j'ai tous les produits. Et puis après, j'utilise cette liste pour voir, par exemple, frais, est-ce qu'il appartient dans filet de Colin à l'escapané. Donc du coup, je fais pareil, je Mmh. récupère frais et j'essaie de regarder. Et si c'est oui, ça fait 1. Et après, je D'accord. fais pareil pour le reste. Et du coup, ça fait une concordance. D'accord. Hem, Ensuite, je voulais revenir rapidement sur le clustering. Ouais. Hem, C'est donc là. vous Ouais. aviez, sélectionné 3 clusters. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment vous y êtes pris pour, choisir, de faire 3 clusters et pas 4 ou 5 ou plus? Ouais. Alors, j'y suis allé un peu vite, c'est vrai, parce que je voulais pas dépasser le temps, mais là, je peux en profiter. En fait, on utilise une méthode, c'est une méthode qui vaut son pesant d'or, mais en gros, on utilise la méthode du coude, où en gros, on regarde l'inflexion d'un point, c'est-à-dire, voilà, on a un angle assez fort ici, et une fois que le point suivant possède une inflexion, on va dire, plus basse, c'est-à-dire que là, on a une inflexion forte, si elle diminue son inflexion, on considère qu'on s'arrête là, car on considère qu'on a récupéré le plus d'informations possible. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la dérivée seconde, car la dérivée seconde calcule en fait la force de l'inflexion. Et là, on voit que la dérivée Mmh. seconde est maximum et qu'elle diminue au fur et à mesure. Donc du coup, voilà, dans les règles, après c'est une façon de faire, mais voilà, dans la méthode Camille, dès qu'on considère que l'inflexion elle commence à baisser, on se dit qu'on arrête et que c'est là qu'on peut choisir nos nombres de clusters.
Très bien. J'ai pas d'autres questions, donc je vais arrêter l'enregistrement. Ça marche. Hop.